Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur le plateau d'On se dit tôt sur Médiane TV, une nouvelle saison qui démarre pour vous. Très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois et toute l'équipe au complet vous salue et vous accueille chaleureusement. Alors justement, vous vous êtes bien reposé et puis vous avez fait le point avec vous-même et vous vous dites « Je veux absolument éviter les erreurs de l'année passée, reprendre en toute sérénité et essayer d'arriver du mieux possible à cet équilibre parfait peut-être entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Mythe ou réalité, est-ce que c'est possible? Eh bien, c'est un échange qui va nous le démontrer dans quelques instants avec deux spécialistes. Ensuite, on ira sur l'interview santé, l'interview incontournable d'On se dit tout. Aujourd'hui, un gros focus sur la médecine de demain, un terme assez générique, mais qu'est-ce qui se cache derrière et quelle est la place du Maroc dans cette médecine de demain? Le professeur Yessia Sfiani fera le point pour vous. Bienvenue sur Médiane TV, On se dit tout reprend la saison spécialement pour vous. Et on y va pour notre première discussion de la saison, l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Vous allez nous dire, mesdames, si c'est possible. D'abord, bonjour, Jehan Labib. Bonjour Yasmine. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de l'invitation. Vous avoir. Vous êtes coach certifié en développement personnel et professionnel. Et puis Camélia Zakaria, bonjour. Bonjour Yasmine. Très bonne reprise. Merci à vous bien également. Reposée. Super. Vous êtes psychologue clinicienne à Casablanca. Merci beaucoup d'être là et de faire partie de ce démarrage. C'est un plaisir. Alors, mesdames, justement, est-ce que c'est une problématique, on va dire, assez répandue, Camélia? En fait, le titre est assez ambitieux. Intéressant. Oui, très très ambitieux. On va dire, est-ce que c'est seulement ambitieux ou si c'est illusoire? Mais effectivement, aujourd'hui, malgré tous les efforts qui sont déployés aussi bien par les hommes que par les entreprises et organisations, pouvoir concilier entre les exigences de la vie professionnelle et les exigences de la vie personnelle reste tout de même un défi au quotidien. Au quotidien, pour beaucoup de gens, justement, qui se posent la question et qui culpabilisent aussi en fin de journée. Est-ce que j'ai passé assez de temps avec mon enfant? Est-ce que j'ai été performant au travail? Parce que justement, aujourd'hui, on est dans une société qui va prôner le diktat de la performance, performance dans le milieu professionnel, performance dans le milieu personnel en tant que parent, ou bien en tant que personne épanouie dans sa vie privée, etc., tout en sachant qu'aujourd'hui, la vie professionnelle, tout de même, a une tendance naturelle à phagocyter ou à empiéter sur la vie privée. Donc aujourd'hui, trouver l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, entre ambition et illusion, on va voir avec ces émissions. Alors aujourd'hui, c'est peut-être encore compliqué, mais on va voir au fur et à mesure de l'émission de vos conseils. Vous avez beaucoup de personnes qui viennent dans le cabinet pour des consultations, on va dire, et en fait, quand vous creusez un peu, vous trouvez qu'il y a un déséquilibre quelque part. Tout à fait. Il y a une prise de conscience. Oui, mais malheureusement, ces gens-là viennent lorsque un extrême a été atteint. Comme vous le savez, les extrêmes ne sont jamais bons dans n'importe quelle chose on effectue dans la vie. Donc aujourd'hui, on va plus voir des gens qui sont soit dans un extrême professionnel, ce qu'on appelle le burn-out, ou bien dans un extrême toujours professionnel, où il va y avoir un des conjoints qui est parti, qui a quitté la maison, etc. etc. Mais en tout cas, il va y avoir un électrochoc négatif suite justement à ce déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. C'est ce qui va encourager les gens, justement, par souffrance ou par dépression ou autre, à venir consulter. Vous êtes d'accord, Jehan Labib? C'est un peu la tendance pour vous aussi, de par votre pratique? Oui, en fait, c'est une problématique, on va dire, récurrente ou des temps modernes, vu, on va dire, ce que nous vivons, donc la complexité de notre écosystème. Donc, une redéfinition des différents rôles au sein de la société. Donc, c'est vrai que la problématique, elle est vécue différemment, on va dire, dans les pays du Nord et dans les pays du Sud, mais il reste qu'elle est fortement présente, surtout dans les grandes métropoles. Au Maroc, on voit, bien sûr, comme j'interviens un peu dans plusieurs villes, donc à Casablanca, il y a une forte, on va dire, acuité de cette problématique en général. Vous parlez de différence entre les pays du Nord et les pays du Sud, mais est-ce qu'on peut parler aussi de différence genre? Est-ce que l'homme et la femme vivent de la même manière cette frustration ou différemment? Tout à fait. Alors, on va dire, avec l'approche genre, en fait, le rôle de la femme et de l'homme, donc les 60 dernières années, avec, on va dire, la mise en avant de l'approche genre et de la justice ou de l'équité, a fait en sorte que la femme d'aujourd'hui, elle assure plusieurs rôles, contrairement à celle d'hier. Ce qui va encore la charger, donc on parle de la charge mentale qui est beaucoup plus forte chez la femme que chez l'homme.
Pourquoi? Parce qu'elle a plusieurs rôles. Donc, elle a le rôle de la maman, c'est elle qui porte le bébé, donc c'est elle qui va donner le sein. Ces rôles n'ont pas pu être, on va dire, délégués au papa, même avec des congés de paternité. Donc, la maman, elle a récupéré donc, un rôle supplémentaire, celle de la femme qui travaille. Donc, elle travaille dans le foyer, elle travaille donc, au sein du foyer, à l'extérieur. Justement, Camélia, vous recevez plus de femmes que d'hommes dans vos cabinets pour ce genre de problématique? Pour ce genre de problématique, en fait, la demande vient souvent de la femme, mais la personne qui consulte, le plus souvent, ça va être l'homme. Impulsé justement par la demande de la femme qui a justement menacé de quitter le foyer ou bien qui parle de plus en plus d'un déséquilibre autour du foyer. Ça, c'est quand c'est l'homme qui travaille beaucoup. Tout à fait, tout à fait. Et quand c'est la femme qui travaille beaucoup? Alors, quand c'est la femme qui travaille beaucoup, encore une fois, ça va dépendre de la vision du couple. Il y a des couples justement qui se mettent d'accord bien avant sur le fait qu'il va y avoir une répartition des tâches. Je peux être mère et aussi femme qui travaille, active, etc. Donc aujourd'hui, ça va dépendre beaucoup plus de l'attente du couple. Mais en même temps, il faut, comme l'a dit Jeanne, il y a aussi le poids de la culture, il y a le poids de la société. On veut qu'elle soit femme, certes, qu'elle soit une excellente mère, mais qu'elle soit aussi bonne travailleuse si jamais elle est à l'extérieur. Donc là, il y a eu effectivement un héritage d'une nouvelle casquette qu'on n'avait pas eu avant. Mais au sein du cabinet, on va beaucoup plus véritablement recevoir d'hommes qui viennent justement pour un burn-out, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver l'équilibre, parce que justement ils ont complètement perdu le sens des choses simples de la vie et qui sont justement impulsés soit par un problème au sein de la famille parce que madame a menacé de partir ou parce que justement il voit que ses enfants ont grandi et qu'ils n'étaient pas forcément là. Donc, j'aurais pensé que vous diriez que les femmes aussi viennent parce que ces femmes pourraient également souffrir d'un manque de reconnaissance de leur situation. C'est-à-dire qu'elles doivent travailler à l'extérieur, elles doivent être performantes à l'extérieur, mais on ne les soulage pas de leurs tâches, entre guillemets, de maison, de mère de foyer, d'épouse. Non. Et qu'il y a une souffrance. Oui, il peut y avoir une souffrance, mais justement, ce n'est pas forcément le premier motif de consultation. Elle peut venir parce que justement, elle remarque que son enfant devient de plus en plus anxieux, que son enfant dort mal, que son enfant est hyperactif, etc. Donc, le premier motif de consultation, c'est parce qu'il y a souci avec un de ses enfants, pas forcément avec le conjoint, parce que la vision peut être partagée par les deux. Si elle travaille à l'extérieur, c'est que très souvent, le mari a accepté que sa femme travaille à l'extérieur. Donc, elle vient souvent parce que justement, l'enfant a des difficultés, parce qu'elle n'arrive plus à gérer la maison, parce que justement, elle n'a pas forcément une aide extérieure qu'elle avait peut-être avant qu'elle n'a plus actuellement, mais c'est toujours une réussite, on va dire, et une ascension sociale pour une femme de pouvoir aussi bien combiner entre vie professionnelle et vie privée. Alors, je vais faire un raccourci, on va dire, terrible. Allez-y. Une maman qui travaille beaucoup, son enfant risque de développer un trouble? Jamais de la vie. Non. Mais jamais de la vie. C'est vraiment de la psychologie de bas étage. De bas étage. Directement. Mais c'est pour ça que j'ai dit, je vais faire un raccourci total. Parce que ça peut être pris comme ça, suite à l'exemple que vous venez de donner. C'est-à-dire les téléspectateurs pourront dire « Ah, ben, très bien, son enfant est comme ça, c'est parce qu'elle travaille beaucoup, elle ne lui donne pas suffisamment de temps. » C'est pour ça qu'il a développé un trouble anxieux. J'espère pas. Parce que c'est pour ça qu'on clarifie. Justement, je vous disais que le motif de consultation, elle va venir parce qu'elle trouve que son enfant, il est un peu anxieux, parce qu'elle trouve que son enfant a peut-être un retard de langage ou autre. C'est pour cela qu'elle va venir consulter. Mais à aucun moment, son absence ne va justifier justement que son enfant va développer des troubles. Merci de clarifier les choses. C'est dans la qualité, pas dans la quantité. Absolument. Alors, j'avais cette question. Est-ce qu'il y a un secteur, on va dire une zone plutôt laissée pour compte? Je crois que vous avez répondu à la question avant même que je la pose. C'est souvent le côté privé qui est laissé pour compte dans cette dynamique vie professionnelle, vie privée. En général, en tous les cas, dans les consultations que j'ai reçues, donc en général, oui, c'est la vie personnelle qui a été, on va dire, moins investie. Mais toutefois, il y a des questionnements quand la personne, donc, elle est en phase, on va dire, on l'appelle la crise de mi-vie, ou donc elle est en pleine de questionnements. En général, c'est entre 35 et 45. Mais principalement vers la quarantaine. Donc, où la personne n'a pas réussi, on va dire, sa carrière professionnelle, elle se pose aussi la question. Donc, elle se dit, je me suis beaucoup investie ailleurs et donc, je n'ai pas vu ma carrière filer entre les doigts. Donc, mais en général, effectivement, donc, il y a aussi ces cas de figure. Mais en général, effectivement, c'est la vie de famille, on va dire, qui en pâtit. Surtout quand les hommes, ils ont des postes de pouvoir, quand ils ont des grandes responsabilités. Donc, ils ont, on va dire, du mal à donner plus
plus de temps à leur famille. On parle effectivement, comme a dit Camélia, de quality time, donc c'est la qualité du temps que je passe avec mes enfants, et on voit beaucoup des papa week-end, on les appelle les papa week-end, donc ils sont là, ils s'investissent effectivement dans la famille le week-end, mais très difficilement le reste du temps. Par contre, la femme... Alors dans ce cas-là, c'est bon ou c'est mauvais, puisqu'ils s'investissent suffisamment pendant le week-end? En fait, j'ai eu à travailler, on va dire, avec des clients qui, au bout d'un certain âge, qui me disent, par exemple, à 50 ans, je n'ai pas vu mes enfants grandir. Mes fils, mes filles sont à l'étranger, elles sont très très bien, etc. Mais je ne les ai pas vus grandir. Et mon père est très malade, donc je risque de le perdre bientôt. Donc je veux profiter de ma vie différemment, je veux vivre. Donc il y a un questionnement, donc il y a une prise de conscience qui vient tôt ou tard. Elle est là à cause de ce déficit, on va dire, dans la balançoire. Et par contre, comme je dis, la femme donc, elle a plus, on va dire, d'habileté à gérer et à jongler entre les deux. En général, d'habileté, mais aussi plus de pression. Elle se met peut-être encore plus de pression. Plus de pression. Aussi, moi, je vais revenir, on va dire, en sociologie. On dit que la femme, telle qu'elle est conçue, donc sa nature et la nature de l'homme, donc c'est deux êtres qui sont différents et qui sont complémentaires. La femme, elle sait faire des choses depuis on va dire des millénaires, elle sait faire des choses, elle s'est organisée, elle a des atouts. C'est très facile. Quand on a un atout et un talent pour quelque chose, c'est facile à le faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le présenter aussi simplement que ça. C'est facile. Par rapport à l'homme. Par rapport à l'homme. Mais ce n'est pas facile au quotidien. Bien sûr. C'est très prenant en termes d'énergie. Elle prend sur elle, sur sa santé. Mais elle sait le faire. Mais elle sait le faire. Est-ce qu'elle le fait parce qu'on va dire, elle est un petit peu forcée de le faire? Parce que il y a ce foyer, il y a ses enfants, le mari est extrêmement pris, elle est prise aussi. Mais au bout d'un moment, elle se dit, il faut que ce soit fait. Donc, et à ce moment-là, je ne sais pas si c'est là encore un raccourci, à ce moment-là, l'époux aussi se dit, bon, tant que c'est fait, elle s'en occupe, moi je me concentre sur autre chose. Sur l'essentiel, parce que la mission existentielle de l'homme, elle est différente de celle de la femme. Mais au quotidien, sur cette chose du quotidien. Effectivement, alors, les études ont montré que 70%, jusqu'à 80% des femmes sont elles ont plus de conscience par rapport à, on va dire, à l'importance existentielle de ces valeurs fondamentales de la famille, plus que l'homme. Ça, c'est scientifique. Ça, c'est scientifique. Par exemple, dans tous les aspects de développement personnel, on trouve ces chiffres, 70 à 80% de femmes et 20 à 30% d'hommes. Qui viennent pour des formations. Qui viennent pour des formations, pour le développement, pour cette quête, donc qui se posent ces questions existentielles et qui sont à la recherche de soi dans ces domaines-là. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. Donc, c'est des natures qui sont différentes. Donc, il y a une prédisposition. Ou déséquilibre, pour faire ça. Moi, j'aimerais bien rebondir par rapport aux hommes et aux femmes. Effectivement, les femmes sont peut-être prédisposées à être beaucoup plus à la maison, d'être multitâches, etc. Et l'homme est beaucoup plus dans un esprit chasseur-cueilleur où il doit être à l'extérieur et ramener à manger pour faire justement vivre le foyer. Mais avant même qu'on rentre justement dans cette comparaison de genre, moi, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une quête de performance où le genre n'est plus si important que ça. Absolument. On est autant exigeant avec la femme qu'on pourrait l'être avec un homme, aussi bien en entreprise que dans la vie privée. Peut-être un tout petit peu, on va dire un tout petit peu moins, parce qu'on va avoir beaucoup plus de femmes qui vont justement culpabiliser par rapport à la vie privée, beaucoup moins un homme. Maintenant, pourquoi justement? Parce que, enfin, c'est un couple qui a des enfants, par exemple. Oui. Et la femme va culpabiliser, va faire de son mieux. Et donc à ce moment-là, peut-être que je dis n'importe quoi, mais l'homme se déculpabilise de la situation? Parce que justement, il y a tout cet héritage dont on a parlé, que la femme est censée, encore une fois, prendre soin de la maison, être à l'intérieur de la maison. Ça continue en 2017. Tout à fait. Donc c'est un héritage, on va dire, préhistorique qu'on est forcé d'admettre. Par contre, les hommes, justement, sa place est beaucoup plus à l'extérieur qu'à l'intérieur de la maison. Donc la femme, justement, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va ramener son fils en se disant qu'il est anxieux, va peut-être, elle, repérer certaines choses et amplifier certains symptômes qui n'existent pas de par son absence, etc. Mais avant de parler justement des genres, moi j'aimerais bien qu'on fasse une légère comparaison justement dans cette multitâche, dans cette quête de performance entre une machine et un homme. Justement, de manière générale, c'est ce qu'on attend des hommes. Aujourd'hui, c'est d'être véritablement aussi performant qu'une machine. D'une manière générale, les machines ne sont performantes que dans une seule tâche, par exemple. Oui. On va donner l'exemple d'une voiture de sport. Elle est faite justement pour rouler à 260 km/h en moins de 5 secondes, monter justement à une puissance qui est maximale.
Et elle le fait très bien parce que justement, elle est dédiée à cette tâche uniquement. Donc rouler vite sur des routes goudronnées et être stable en route. Par contre, les êtres humains, ils ont justement un cerveau extraordinaire qui est aussi bien cognitif qu'émotionnel, qui leur permet justement de faire plein de choses à la fois. Faire plein de choses à la fois, ça a quand même un certain prix, celui de ne pas être doué dans autant de choses à la fois. Donc fatalement, quand on veut rechercher ce concept que moi, j'estime insaisissable de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, fatalement, comme on ne peut pas être doué dans tout ce qu'on fait, et qu'on a aussi la capacité d'avoir cette absence de parfaite perfection dans ce qu'on fait, on ne peut pas être un excellent cuisinier, et en même temps un excellent parent, et en même temps un excellent travailleur ou un excellent PDG. Il va certainement y avoir des sacrifices, des laissés pour compte, soit dans la vie professionnelle, soit dans la vie privée. On va revenir sur ce point qui est peut-être une prise de conscience qui est très importante. Mais avant, donc ça veut dire, je pense que vous l'avez dit, et d'entrée de jeu, Jeanne, vous confirmez, c'est un leurre que de penser qu'on peut arriver à cet équilibre, vie privée, vie professionnelle, parfait équilibre. Ça, c'est un leurre. En fait, l'équilibre, il dépend de chacun. Comme chaque personne, elle voit son propre équilibre d'une certaine manière. Le plus important, c'est d'assurer la cohérence entre les différents, on va dire, les différents volets pour la personne donnée. Et c'est pour ça que d'entrée de jeu, ce qu'on nous travaillons avec la personne, c'est ce qu'on appelle la roue de la vie ou le cycle de la vie. Donc on lui dit comment vous répartissez aujourd'hui votre vie entre les différents secteurs, on l'appelle aussi le camembert de la vie. Donc une première chose qu'elle répartit, elle sait, elle voit de visu comment elle vit. Et avec les différents, on va dire, elle fait un forfait, un forfait par rapport à ces différents domaines de vie. Et là, on lui dit, est-ce que vous êtes satisfaite par rapport à cela ? Et quelle est votre situation désirée? Ça, c'est un exercice que même les téléspectateurs peuvent faire maintenant. Bien sûr. Par rapport au domaine de vie, on les rappelle brièvement. Alors, on a les différents domaines de vie. On a par exemple le travail, le professionnel, on a les activités, les loisirs, on a les pratiques spirituelles ou confessionnelles, on a la vie de famille, le couple, les amis. Donc, hobby, on va dire les grandes lignes. Ça, les grandes lignes. C'est un outil qui est très simple qu'on peut trouver aussi sur Internet. Ouais. Donc, la roue de la vie, sinon. Je peux justement rebondir aussi, c'est aussi un exercice qu'on fait assez souvent. Donc c'est la roue de la vie ou les piliers justement qui permettent ce soi-disant équilibre. Justement, il y a celui du couple, vous en avez parlé. Donc on va les citer de manière assez, pas du plus important au moins important. Donc ce sont 5 piliers à avoir aussi, en plus de la vie spirituelle qu'on va laisser de côté. Donc là, on a justement le couple. Le premier pilier, celui du couple, c'est de poser des questions et se dire justement, est-ce que j'ai investi suffisamment mon couple? Est-ce que j'ai des problèmes de couple? Comment est-ce que je vois mon couple? On a aussi le pilier des enfants. Est-ce que j'ai des enfants? Est-ce que j'ai envie d'en avoir? Est-ce que je passe assez de temps avec mes enfants? C'est-à-dire que c'est un bilan à faire, pas seulement à 40 ans ou à 50 ans quand on est à la moitié de sa vie, mais beaucoup plus au quotidien pour se poser des questions et éviter justement ce déséquilibre. Le troisième pilier, c'est celui du travail. Où est-ce que j'en suis professionnellement? Est-ce que mon travail empiète énormément sur ma vie privée? Est-ce que ce pilier est surinvesti justement, comme a parlé Jihan? On a un forfait justement à répartir entre les différents forfaits. Est-ce que c'est surinvesti par rapport au pilier enfant, par rapport au pilier couple? Et les deux derniers, c'est le pilier famille de manière plus élargie, les parents, etc. Est-ce que j'ai du temps pour mes parents, maintenant que je suis dans une famille beaucoup plus nucléaire? Et le dernier, justement, pilier, c'est celui des loisirs et des amis. C'est ce qui me permet justement de me ressourcer et de donner aussi sens à la vie. En tout cas, ce qu'il faut qu'on sache, c'est que pour la plupart des personnes qui réussissent très bien dans leur vie, sont des personnes qui ont su ne pas sacrifier leur sphère personnelle. Et peut-être replacer le curseur au fur et à mesure. Et ça, comme a dit Jihan, absolument. Jongler avec ce forfait, ça sera véritablement l'idée dernière par laquelle on va clôturer cette discussion aujourd'hui. Alors, l'autre question qu'on se pose quand on a cette prise de conscience, c'est comment laisser son travail à sa juste place, Jihan? En fait, je vais encore parler peut-être d'outils, mais il y a un qui est très important et fondamental à mon sens dans cet aspect-là, c'est ce qu'on appelle la colonne vertébrale identitaire ou la colonne vertébrale du sens. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait sens à ma vie, où on a des briques d'identité, de l'essentiel à l'important. Et on commence par exemple par l'aspect social, donc le pays dans lequel je suis, les valeurs de ma société. Ensuite, à l'organisationnel, l'entreprise dans laquelle je travaille, mon esprit d'appartenance, est-ce que j'en suis fière ou pas? Et ensuite, la profession, mon métier, est-ce que j'en suis satisfait? Est-ce que je l'ai fait par choix ou
par concours de circonstances, et ensuite managérial. Est-ce que j'ai évolué dans ma carrière telle que je l'ai vue ou non? Malheureusement, j'ai eu des déceptions. Il y a cet aspect donc, qui concerne, on va dire, la vie professionnelle que nous regardons. Donc, il y a différentes ces briques que nous regardons, comment elles sont investies. Nous les expliquons donc, à la personne coachée et elle regarde comment elle les vit. Donc vous laissez le libre arbitre aux gens, bien sûr, de redisposer les choses. On leur explique d'abord. Mais de façon un peu plus, on va dire, courte, rapide pour les téléspectateurs. On va dire, quel est leur degré de satisfaction par rapport au temps investi dans l'une de ces balances? Mais quand ces personnes vous disent, par exemple, mon travail prend trop de temps, mais je n'y peux rien. Est-ce qu'on n'y peut vraiment rien? On y peut toujours. On a toujours le choix. On a toujours le choix. Donc ici, qu'est-ce qui fait à ce qu'ils ne disent pas non aux tâches? Qu'est-ce qui fait à ce qu'ils ne disent pas non au patron? Qu'est-ce qu'ils recherchent derrière ce travail qu'ils accumulent? Est-ce qu'ils recherchent la reconnaissance, qu'ils cherchent effectivement? Et c'est pour ça qu'on revient à cette identité ou à ce bloc professionnel. Peut-être que pour lui, le fait de faire beaucoup de travail, il va lui donner une promotion de carrière. Donc clarifier avec la personne où est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qu'elle attend. Et on revient aux basiques de management, donc la pyramide des besoins, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis encore on va dire, à répondre à des besoins, on va dire, physiologiques et de sécurité, ou bien je suis à un niveau de besoin d'épanouissement au sein de ma société? C'est aussi, en fait, la frustration, elle émane quand je n'ai pas un retour par rapport à mon temps investi tel que je l'ai perçu. Donc, par exemple, les téléspectateurs qui nous suivent maintenant pour cette thématique d'équilibre vie privée, vie professionnelle, et qui se disent, bon, moi, je sais que je ne vais pas y arriver parce que mon boulot me bouffe, il me prend trop de temps, j'ai des horaires pas possibles. Vous leur dites, vous, que tout est question de choix? Alors, tout est question de choix et j'imagine après une période de vacances, donc une pause, oui. La pause, on va dire, de l'été, on se permet de se parler à soi-même, de parler avec son conjoint, de parler avec ses enfants et de revoir quelles sont les priorités de ma vie à ce moment-là. Et revoir qu'est-ce que je veux vraiment et ça a été fait pendant les vacances. Et donc là, on va dire, on va redistribuer les cartes. C'est possible de redistribuer les cartes, Camélia? C'est une période de résolution, effectivement. La rentrée. Il y a eu une période de césure. Donc là, c'est la rentrée, on a eu des vacances. Et ça permet justement de se reconcentrer sur soi et aussi sur ses priorités. Maintenant, moi, je rejoins Gia dans ce qu'elle a dit. Faire un choix, c'est renoncer. Et donc, quand on renonce, c'est pouvoir faire un sacrifice et justement assumer. Je lui ai dit tout à l'heure, même le meilleur PDG du monde ne peut pas être le meilleur papa en même temps. Donc il y aura certainement, et même la meilleure PDG, je préfère parler au féminin, la meilleure PDG du monde ne pourra pas être la maman qui va pouvoir accompagner ses enfants à l'école, assister aux différentes réunions, pouvoir être une excellente cuisinière, une excellente épouse, etc., si elle n'a pas le soutien nécessaire à la maison. Et encore une fois... inversement. Et inversement, effectivement. Mais en tout cas, il y aura fatalement des dîners que l'on va rater, fatalement, encore une fois, des réunions auxquelles on ne va pas y assister, des anniversaires. Disputes de couple à éviter. Mais effectivement, mais si et seulement si l'autre épouse encore une fois la vision du couple. L'autre adhère justement à la vision du couple. Maintenant, encore une fois. C'est la vision du couple ou c'est la vision du carriériste? Non, la vision du couple, parce qu'encore une fois, c'est un projet de vie. C'est une barque où on est à deux, où l'autre n'est pas censé déserter la barque, et donc se poser les questions, mais surtout trouver des solutions à deux, parce qu'une fois que les questions sont posées à deux et les réponses trouvées à deux, c'est beaucoup plus assumé. Maintenant, encore une fois, quand on a un jeune homme justement qui est en plein projet, on sait pertinemment que ça va lui prendre au moins 2 ans ou 3 ans justement pour avoir un retour sur investissement. On retrouve beaucoup de femmes qui vont justement s'occuper beaucoup plus du foyer, de la maison, parce qu'elles savent pertinemment que le temps fait partie des 4 dimensions, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, et aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle, la valeur la plus importante, c'est le temps. Et malheureusement, on ne peut pas avoir du temps aussi bien pour cette sphère que dans l'autre. On ne peut pas en acheter. Non. Merci beaucoup, mesdames. On va marquer une courte pause et on revient pour continuer cette discussion sur l'équilibre vie privée, vie professionnelle dans 11 Dito. C'est la reprise, c'est la rentrée. Nous aussi, nous faisons notre rentrée pour vous sur Médiane TV. Restez avec nous. À tout de suite. Allez, de retour sur Médiane TV, si vous venez de vous joindre à nous, eh bien sachez qu'Once Dito fait sa rentrée aujourd'hui avec ce sujet ambitieux, l'équilibre vie privée, vie
professionnelle. Est-ce que c'est possible? Eh bien, on en parle avec deux spécialistes, Jihal Habib et Camélia Zakaria. Mesdames, merci beaucoup de faire votre rentrée avec nous aussi. Donc, vous l'avez dit, toutes les deux, l'équilibre parfait est quasi impossible, mais remettre et placer le curseur au fur et à mesure de son projet de vie, ça serait finalement l'idée principale à garder de cet échange avec vous, mesdames, aujourd'hui. N'est-ce pas, Camélia? Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est ce qu'on demande aux téléspectateurs, c'est de pouvoir, tout au long de cette émission, faire quand même un petit bilan personnel de ce qu'ils ont réalisé et ce qu'ils sont peut-être en train de laisser filer. Et surtout, de se dire qu'aujourd'hui, les sociétés modernes ont répandu une idée assez folle, celle d'un possible équilibre, un parfait, je ne parle pas de juste, un parfait équilibre entre plein de choses qu'on pourrait réaliser en même temps. C'est là où, justement, le concept insaisissable de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Au contraire, pouvoir se dire que, effectivement, quand on est dans un cycle de vie particulier, peut-être qu'on est plus amené à être dans le volet famille ou dans le volet professionnel, mais assumer justement ses choix. Parce que, encore une fois, on va le redire, faire un choix, c'est aussi renoncer et donc faire des sacrifices. Absolument. Et si on est en couple, avoir aussi l'aval des personnes qui nous entourent. Mais ne jamais perdre du viseur que lorsqu'on justement, que la plupart des personnes qui ont foncé la tête dans le mur dans tout ce qui est professionnel finissent vidées, exploitées, délaissées, encore une fois, peut-être par des attentes qui ne vont pas être en équilibre avec ce qu'ils attendent d'eux par rapport au milieu professionnel. Donc ne pas perdre le sens de la vie et se dire que la famille, c'est le premier réservoir effectif et la première source d'énergie, c'est ce qui donne sens justement à la vie. Donc, combien même il y a des sorties justement professionnelles pendant 1 an ou 2 ans, se donner quand même des deadlines, de se dire, là, voilà, je vais être quand même indisponible à un certain moment de la vie, mais que je vais revenir quand même à l'essentiel. Être indisponible ne veut pas dire être totalement absent, c'est-à-dire être indisponible à plein temps, mais trouver, on va dire, des échappatoires pour se ressourcer, pour ressourcer cette famille aussi qui entoure. Mais justement, là, ce sont parmi les conseils que l'on donne, c'est de pouvoir justement distinguer entre ce qui est urgent et ce qui est important. Donc effectivement, donner plus de temps au travail. Effectivement, il y a des moments où on peut être moins dans son travail, peut-être un peu plus dans sa vie privée, et ne pas laisser justement sa vie privée partir en miettes. Absolument. Mais ce qui est important aussi, c'est les gens qui nous entourent. Parce que, par exemple, une femme ou un homme, l'un ou l'autre, qui travaille beaucoup, qui échange avec son conjoint, qui lui dit, écoute, pendant une période, je vais être absente, on va dire, de la maison, même si je suis là, mais je suis prise par mon boulot. Mais que l'autre ne comprend pas. C'est source de conflits et c'est source de problèmes. Même si cette personne essaie d'organiser, on va dire, sa vie suite à cette émission, elle n'a pas le contrôle sur le tempérament de l'autre. Même si vous l'avez dit, c'est un contrat de couple. À ce moment-là, comment on gère? Alors, d'abord, moi j'aimerais bien préciser que, à mon avis, il y a 3 volets. Il y a le volet avec la personne, donc l'individu avec lui-même. Le volet couple, donc moi et mon conjoint et moi-même. Et le volet famille, donc les enfants ou la grande famille, mes parents et moi. Et effectivement, donc on va dire, parmi les clés de réussite pour trouver son équilibre, on va dire, relatif, parce qu'il est effectivement relatif, il n'y a pas d'idéal, donc c'est relatif à chacun, à l'histoire de chacun, à la réalité de chacun, c'est de revoir, en fait, d'abord, par rapport à moi-même, c'est revoir ma grille des valeurs. La grille des valeurs, quelles sont les valeurs principales et primordiales pour moi? Qu'est-ce qui est le plus important dans ce moment-là, dans ma période de vie, à 25 ans, à 35 ans ou à 30 ans? Et est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est la famille? Et quel est mon projet de carrière? Quel est mon projet de vie? Parce que souvent, on fait des études, parce qu'il faut les faire, il faut travailler, il faut avancer, il faut. On fait des études, on se marie, on fait des enfants. Voilà. Il faut beaucoup d'injonctions. C'est la vie qui passe. Il y a beaucoup de contraintes. Et un jour, on s'est réveillé, on se dit, il y a quelque chose qui a été oublié, qui a été raté. Donc, je recommande vivement aux téléspectateurs aujourd'hui de faire une pause avec soi-même. Donc s'ils sont célibataires ou même s'ils sont mariés ou en famille. Donc d'abord, moi, qu'est-ce que je veux? Ensuite, quand je suis en couple, l'autre, qu'est-ce qu'il veut? Parce que nous sommes 2 sur le même bateau. Donc si moi, je suis sur un bateau et deux personnes qui veulent aller dans des sens différents, ça donne aussi, on va dire, c'est regarder le monde à travers des fenêtres différentes. Là, les conséquences, elles seront néfastes. Donc quand on est en couple, il est hautement recommandé donc de se poser, de communiquer
de discuter sur les attentes et la vision. Donc, Camélie a parlé de la vision. Effectivement, c'est une vision partagée par les deux, à deux. Comment toi, mais tu sur vois le le terrain, monde. par rapport aux personnes qui viennent vous voir, est-ce que c'est facile d'arriver à une vision commune quand on est en couple? Et prendre conscience d'abord qu'il faut Oui. qu'elle est là et que l'autre peut avoir une vision différente. Parce que si moi, cette vision, je la lui impose en cours de route, je n'avais pas, au début, je n'étais pas comme ça, je ne voulais pas ceci, donc je la lui impose. Est-ce que d'abord prendre conscience que je n'ai pas le droit de la lui imposer, que c'est ma propre vision et qu'il a le droit de refuser ou d'accepter. Donc c'est avoir cette capacité de prendre conscience de ce que je veux, de ce que veut l'autre et de ma capacité à lui expliquer et de négocier ce que je peux donner, ce que je peux laisser. Et effectivement, c'est une question de priorité. Et pour les enfants, justement, Alors, les parents qui culpabilisent. Alors, les enfants, je pose beaucoup la question, donc pas loin qu'hier, avant-hier, j'avais une conférence sur Marrakech et je pose la question, est-ce que vous discutez avec vos enfants? Non, ils doivent faire leurs études. Le pourquoi de la chose. Un enfant, oui, il a sa propre identité. À 5 ans, à 7 ans, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il veut lui? Qu'est-ce que toi tu veux? Une maman qui veut absolument que son enfant devienne ingénieur. Lui, il est doué pour autre chose. Mais par rapport à ce sujet, culpabiliser pour ses enfants, parce qu'on ne les voit pas suffisamment, parce qu'on pense que la quantité est plus importante que la qualité, parce quand on est avec ses enfants, justement, à ce moment-là, on devient, on va dire, beaucoup plus permissif, parce que c'est la conséquence. Oui. D'abord expliquer le travail de la maman, c'est quoi? Pourquoi Ou elle du travaille? papa. Ou du papa. Les moments d'absence, où est-ce qu'il est, quand il est présent. Installer des règles et surtout, c'est beaucoup de communication sur des choses qui nous paraissent très, très simples, mais il faudrait en parler. Il faudrait ne rien laisser, surtout avec les enfants. Passer un moment précieux, c'est un moment qui est intense. Donc quand je dis intense, c'est sans téléphone, sans télévision. Je joue avec eux, je fais libérer mon enfant. Moi, en tant que papa ou maman, je libère mon enfant avec mon enfant et je joue avec lui. Mon enfant intérieur. Oui, l'enfant intérieur, qui est, on va dire, l'élément et l'essence de notre créativité et de notre bien-être. Je le libère avec mes enfants, je discute avec eux, j'explique où est-ce que je suis et qu'est-ce que je fais quand je ne suis pas là. Et je ne suis pas là physiquement, mais ils sont toujours avec moi, je les porte dans mon cœur. Donc, c'est des choses, on va dire, qui sont simples à mettre en place. Tout à fait. Pourquoi on les perd de vue, Camélia? Je pense qu'on les perd de vue. Vous avez parlé de culpabilité. Vous avez parlé de culpabilité, mais vous avez aussi parlé juste avant que justement lorsqu'il y a un des conjoints qui n'adhère pas forcément au projet professionnel dans lequel je suis. Je peux vous dire quelque chose, c'est que si justement le projet a été imposé, comme l'a dit Jihan, effectivement, on ne va pas y adhérer. Encore plus que ça, si madame n'est pas d'accord, c'est qu'elle a certainement des arguments derrière et ces arguments sont basés sur des faits. Très souvent, on va avoir un mari justement qui va briguer une énième promotion, la dame qui va vous dire, bah, écoutez, déjà, sa dernière promotion a véritablement fragilisé le couple. Je me retrouve seule avec les enfants, tous les week-ends à être seule avec eux, etc., etc. En tout cas, les arguments qu'elle va donner sont parfaitement plausibles et en accord avec la réalité des choses. Donc là, il va y avoir chez cet homme-là, par exemple, ou ce conjoint, il va y avoir une double culpabilité, non seulement par rapport à une femme qu'il a certainement aimée, épousée, avec qui il a des enfants, mais aussi par rapport à des enfants qu'il ne voit peut-être pas assez ou qu'il les voit juste en photo. Et il voit bien qu'il y a des moments justement qu'il est en train de perdre parce que du jour au lendemain, il se retrouve avec... C'était un enfant, il se retrouve avec un adolescent. Absolument. Donc là, il y a des choses à mettre en place, effectivement. Mais ces choses que propose Jihan, ce sont des choses de Simple, bon sens. C'est du simple. bon sens. Et ça nous échappe. Pourquoi? Ça nous échappe parce que, encore une fois, parfois, on peut tellement avoir le nez dans le guidon, tellement être justement à fond dans notre vie professionnelle qu'on peut perdre le vrai sens des choses. Et justement faire du coaching ou un accompagnement permet justement de réapprécier les choses élémentaire de la vie. Elle a parlé de se déconnecter, de passer des moments intenses, effectivement, de se déconnecter de sa vie professionnelle. Et les enfants, ils ressentent ça. Et de passer un moment de qualité avec eux, où ils sentent justement qu'ils sont la priorité pendant cet instant-là. Des choses tout à fait simples. Donc, ne serait-ce que de pouvoir savoir gérer son temps, aussi bien professionnel que personnel. Éviter les différentes procrastinations, éviter de remettre les choses à demain. Si votre enfant a besoin de faire une sortie avec vous, ne pas justement reporter la sortie pour le week-end d'après, pour une raison après la fatigue du boulot.
la Oui, saturation professionnelle, le stress. Mais on comprend aussi les parents qui sont un peu... Tout à fait, mais quand on fait des enfants, c'est un travail aussi à plein temps. Absolument. Justement, quand on quitte le boulot, on peut se dire que justement le boulot, à moins qu'on le ramène dans notre PC ou dans notre serviette. Ce qui arrive souvent aussi pour beaucoup de personnes. Effectivement, mais se dire aussi que justement quand on a un enfant, c'est un travail à temps plein. Maintenant, c'est beaucoup plus simple, je pense, pour les enfants de pouvoir aussi adhérer à ce type de fonctionnement quand, encore une fois, le couple adhère au protocole, Absolument. quand les échanges sont beaucoup plus fluides, quand il voit que maman est quand même contente de voir papa, même s'il est expatrié, ou même si, par exemple, il n'a pas été là tout le week-end, etc., parce que justement, les échanges sont beaucoup plus fluides et sains entre les parents quand, et encore une fois, le contrat a été fait à deux et accepté à deux et assumé, encore une fois, à deux. Absolument. Donc, c'est une prise de conscience qui est importante. C'est ça, on insiste dessus. Un rééquilibrage qui est important. Une discussion à cœur ouvert qui est importante aussi. Et prendre conscience que cette quête de vie privée, vie personnelle, parfaite n'existe pas. Et c'est surtout un travail au quotidien. Et en fait, moi, ce que je recommanderais, c'est développer sa présence. Nous, on l'appelle, c'est les moments de pause, la connexion à soi. Pendant la journée, oui, effectivement, je suis très fatiguée, mais quand je rentre, je me donne on va dire la permission de me poser 15 minutes, de respirer profondément, de méditer, de prendre une douche, de me ressourcer. En fait, c'est des moments, c'est des pratiques comportementales que je recommande vivement aux téléspectateurs à avoir au quotidien. Nous devons manger tous les jours. Pour les personnes qui font la prière 5 fois par jour, c'est exactement. Donc, revoir ma pratique, revoir ce que je fais tous les jours et développer ce qu'on appelle cette présence à soi. Quand je développe cette présence, j'arrive à me débarrasser du stress de la journée et à me reconnecter ici et maintenant. On travaille beaucoup dans le coaching, maintenant, mes enfants, ma femme, et je me donne et je fais sortir cet enfant intérieur en moi qui va me donner un boost d'énergie. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'équilibre vie privée, vie professionnelle, mais il y a aussi le personnel dans tout ça. C'est-à-dire comment laisser son travail à sa juste place, comment donner sa juste place à sa famille, mais soi, c'est important parce que c'est le grand laisser pour compte. En fait, la journée idéale, c'est faire quelque chose pour soi, quelque chose pour les autres, pour la famille et les enfants, et le travail. Et pour la société. Donc, c'est 3. Je répartis, je dis, aujourd'hui, est-ce que j'ai fait quelque chose pour moi-même? Ah, pas encore. OK, alors je me donne, c'est 15 minutes. 15 minutes, pas plus, de méditation, de concentration, de respiration profonde, la respiration consciente. Donc, je me ressource. Et pour les autres et pour mon travail. Donc, je garde ces 3. Pour les autres, ça va être les courses? Pour les autres, par exemple. pour les enfants, je répartis, je décide. En fait, quand on dit le choix, c'est moi qui le choix, mais je l'explicite. Je l'explicite. Et surtout, en fait, je recommanderais aussi, alors pour choisir, pour se donner le choix, il est hautement recommandé de travailler sur soi. Quand je dis travailler, c'est même pour la partie professionnelle, donc se former. Ne pas rester, otage d'un seul métier, mais se former, se doter de plusieurs, outils. Comme ça, je serai plus habilitée à faire des choix vers des métiers peut-être ou vers des postes au sein de la même société qui vont, me consommer moins d'énergie. Et être formé pour éviter aussi d'être otage d'une seule personnalité. Exactement. Se développer, en fait. Oui, la culture, le développement personnel aussi absolument. pour, augmenter la prise de conscience. Merci beaucoup, mesdames, pour cette belle discussion aujourd'hui. Vous nous avez baissé la pression par rapport à cette quête de l'équilibre parfait entre vie privée, vie professionnelle. Jehal Labib, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes coach certifié en développement personnel et professionnel. Et Camélia Zakaria, vous êtes psychologue clinicienne. Moi, je reste avec les téléspectateurs. Nous allons faire le point sur ce qui se cache derrière ce terme tellement générique de médecine de demain. Mais ça, c'est tout de suite sur Médiane TV. Et voilà, là nous sommes avec le professeur Yassir Sfiani, professeur de chirurgie vasculaire à Rabat. Bonjour professeur, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci à vous de m'avoir invité. Alors c'est un sujet assez complexe, mais on entend beaucoup parler de la médecine de demain et des cellules souches. On vous a invité aujourd'hui pour nous simplifier tout ça et nous le vulgariser au maximum parce que nous sommes tous concernés apparemment
par cette médecine de demain et par ces cellules souches. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme tellement générique, professeur Sfiani? Alors, ce qui se cache derrière ce terme-là, effectivement, comme vous l'avez bien dit, c'est la médecine de demain. En fait, depuis des années, ces 10 dernières années, toutes maladies confondues, on est en train de passer dans les plus grands laboratoires de recherche, disons de la médecine curative d'organes, c'est-à-dire on traite une maladie, nous, chirurgiens, médecins, à travers les médicaments, vers une compréhension du problème en amont et essayer, puisque ces organes et ces tissus sont constitués de cellules, eh bien de savoir est-ce qu'on ne pourrait pas agir au niveau des cellules qui composent ces organes ou encore plus en amont vers les gènes qui contrôlent les cellules et les organes. Okay. Donc se développe sous ces termes génériques ce qu'on appelle la médecine moléculaire, c'est, je dirais encore pour quelques dizaines ou quinzaines ou vingtaines d'années, mais le chemin vers cette médecine moléculaire passe par cette médecine cellulaire régénérative, c'est-à-dire qui va nous permettre de reconstituer des cellules. Et en partant des choses que l'on connaît déjà aujourd'hui, eh bien, nous sommes au début de créer une médecine qui va permettre à nos organes et à nos tissus de se régénérer, donc de se reproduire, si on peut utiliser le terme, avec nos propres cellules, celles que nous avons gardées en stock, qui sont chez nous depuis notre naissance. D'ailleurs, il y a eu une intervention en 2004 sur un jeune homme atteint de cancer au CHU de Rabat. Effectivement, la partie la plus connue aujourd'hui dans les applications des cellules souches, c'est les traitements des leucémies essentiellement. Absolument. Parce que c'est quoi le principe? C'est qu'une fois qu'on détruit les cellules cancéreuses, on s'est rendu compte que notre corps dispose au niveau de la moelle épinière des cellules souches dites hématopoïétiques. Bon, c'est un mot un peu scientifique, mais ça veut dire que c'est des cellules sanguines et qui sont stockées au niveau de notre moelle épinière. Eh bien, elles restent au stade pratiquement à la naissance, et les reprendre une fois que les cellules cancéreuses des malades atteints de leucémie sont détruites par la chimiothérapie, eh bien, on va réinjecter ces cellules-là pour qu'ils refassent parce qu'elles sont indemnes de la maladie cancéreuse. Et donc, cette technique-là était, pour l'instant, elle est connue, elle est faite partout. La seule différence, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle des cellules, des allogreffes ou des autogreffes. Ça veut dire les cellules peuvent être prises chez le patient lui-même ou chez un autre patient indemne et réinjectées. Donc aujourd'hui, par rapport à la leucémie, c'est des techniques qui sont validées. Et les deux sont déontologiques, sont respectueuses de l'éthique? Oui, alors jusqu'à date d'aujourd'hui, c'est vrai qu'au Maroc, on avait un petit retard sur la législation de tout ce qui est don d'organes, parce qu'on a mélangé le don d'organes avec le don de tissus et de cellules. Et depuis 2013, on a réglé ce problème-là. Il y a une application à la loi marocaine, un décret qui est venu corriger cette séparation pour surtout éviter les problématiques de greffe et qui a encadré essentiellement lorsqu'on parle des greffes, c'est-à-dire pris chez un autre patient. Donc à partir de ces... C'est un autre donneur. D'un autre donneur. Donc, mais on peut aussi le faire par rapport au donneur lui-même, c'est-à-dire au patient lui-même. Donc ça, c'est disons la partie qui a amené beaucoup d'équipes sur le plan international, de réfléchir de façon plus générale. Ce qui est vrai pour les cellules hématopoïétiques, donc ces cellules qui sont à l'origine de nos cellules sanguines, on s'est rendu compte que pour tous les autres organes, nous avons également des réserves dans notre corps qui sont, alors c'est ça ce qu'on appelle aujourd'hui la cellule souche, c'est qu'ils sont pour la plupart encore indifférenciés. Qu'est-ce que ça veut dire indifférenciés? C'est-à-dire c'est nos cellules d'origine, mais qui n'ont pas encore choisi ou qui sont arrêtés à ce stade de maturation et ne se sont pas encore choisis l'organe. Ne se sont pas encore spécialisés. Ne se sont pas encore spécialisés, exactement, vous avez bien compris. Donc, toute la recherche, après les réussites obtenues au niveau des greffes, disons pour les leucémies, eh bien, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait utiliser ces cellules souches, donc d'origine, qui existent dans le corps humain, pour réparer d'autres organes. Ça peut être l'articulation, le cerveau, le cœur, et on a fait... C'est comme des cellules génériques, en fait. Exactement. Alors, on est parti dans un premier temps, on s'est dit que en fait, c'est comme si on fait une sorte d'accélération de leur maturation. Elles existent dans notre corps, et en fait, elles existent à 3 niveaux.
à la moelle épinière comme les autres cellules qu'on a vues, mais on s'est rendu compte que nous avons un stock beaucoup plus important et beaucoup plus riche au niveau de notre cellule adipeuse, notre graisse. Notre graisse, finalement, stocke des cellules à ce niveau-là, disons, comme vous avez dit, des cellules génériques. Et puis, on a une partie au niveau des cordons ombilicales de l'enfant. Ça pose un problème un peu particulier. Éthique. C'est ce qu'on appelle les cellules souches embryonnaires. Parce que ça, on n'en parle pas. Voilà, il pose un problème plus éthique. Revenons sur des choses qui, aujourd'hui, sont peut-être probablement l'avenir proche, avant d'arriver... Et même au Maroc? Alors, on y arrive doucement. Absolument. Donc, j'explique d'abord la technique. Donc, ces cellules souches qui sont là, on s'est rendu compte que généralement, elles ont un potentiel de se développer et d'aller améliorer, je ne dis pas traiter, ce n'est pas des traitements miracles, mais d'améliorer des organes qui ont vieilli ou des tissus qui ont subi des maladies, etc. Donc, ces techniques... Pour quel type de pathologie, par exemple? Alors, aujourd'hui, encore une fois, pour que les choses soient claires avant de vous répondre à votre question, si on veut réellement aller jusqu'au bout de la logique, il faut prendre ces cellules-là, faire un peu de manipulation au laboratoire pour les différencier et les rendre comme des cellules par organe pour pouvoir les réinjecter dans l'organe atteint. C'est éthique? Non, bien sûr c'est éthique. C'est éthique parce que c'est une autogreffe, ça veut dire que c'est le tissu de la personne. Au fait, on ne fait qu'accélérer son processus de maturation en récupérant des cellules indemnes et qu'on va utiliser. Et si on les prend de chez un donneur, est-ce que ça reste éthique ou pas? J'aimerais bien qu'on parle d'abord de la réussite de la technique, parce que probablement par la suite, si on réussit chez la propre personne, peut-être que des répercussions thérapeutiques peuvent se voir sur des patients qui n'ont pas ces cellules-là. Mais aujourd'hui, on n'y est pas encore. Donc je pense que la réponse, c'est que d'aujourd'hui, ce n'est pas encore à 100% éthique. Non, le fait de le donner à un autre patient, je ne dis pas que ce n'est pas éthique, puisqu'on le fait pour les cellules hématopoïétiques, mais elle doit être encadrée de la même manière. Très bien, c'est clair. Par contre, pour les personnes eux-mêmes, j'allais dire, on a un peu plus de liberté. Donc, j'explique encore pour terminer que l'idéal, et probablement c'est sur quoi on va arriver, c'est que ces cellules-là, on va les prendre du sujet, les faire différencier par rapport à l'organe que l'on voudrait, et les réinjecter. Ça demande ce qu'on appelle aujourd'hui la thérapie cellulaire, la génétique moléculaire, etc. Et il y a des chercheurs un peu partout qui sont en train d'y travailler. Mais entre-temps, on s'est rendu compte que même comme ça, même dans leur phase non encore tout à fait spécialisée, elle apporte un plus. Probablement pas miraculeusement, mais sur certains organes qui ne nécessitent pas une spécialisation exceptionnelle, eh bien, pratiquement comme ça, c'est-à-dire prélever du tissu adipeux, juste de la graisse qu'on a, travailler bien sûr, on les travaille quand même un tout petit peu en laboratoire, mais sans que ça va jusqu'à la thérapie génétique, eh bien, elle donne de très bons résultats. En tous les cas, les premiers résultats qui ont été publiés sont très encourageants. Alors, sur quelle pathologie? Très bien, bonne question. Aujourd'hui, on a en tous les cas les premiers résultats, par exemple, sur tout ce qui est cartilage du genou. La première application qui a donné des résultats, c'est au niveau, par exemple, les patients qui souffrent d'arthrose, etc., puisque tous les traitements au jour d'aujourd'hui sont des traitements, j'allais dire, symptomatiques. On a des douleurs, on va donner des anti-inflammatoires, des prostaglandines, etc. On ne va pas régénérer le tissu. Eh bien, il apparaît que sur les premières expériences, les premières thérapies, puisque précisément qui ont été faites aux États-Unis, en Corée, surtout dans les pays anglo-saxons, eh bien, ces cellules souches travaillées avec un savoir quand même, on ne peut pas le faire comme ça, j'allais dire n'importe où, eh bien, elles participent, peut-être pas à 100%, mais en tous les cas, la partie de ces cellules qui aurait une orientation vers le cartilage, eh bien, va commencer à faire son travail, bien sûr aidée par un certain nombre de réactifs. Et se développer, j'imagine. Se développer. Et donc, les premiers résultats aujourd'hui, eh bien, commencent à donner. Alors, ça, pour le genou, c'est presque aujourd'hui. Deuxième application, même si souvent ça prête, on va aussi nécessairement parler marketing, médical. Futilité. Alors voilà, tout ce qui est chirurgie esthétique. En fait, aujourd'hui, on a l'impression aussi qu'elle participe d'une certaine manière à un rajeunissement de la peau, puisqu'on injecte des cellules, et donc c'est sûr qu'il y aurait... Mais ça reste beaucoup mieux peut-être que d'injecter des produits chimiques. Alors, encore une fois, je ne veux pas ici faire un débat entre différentes techniques. Je porte à la connaissance de nos citoyens, de nos patients, que c'est une thérapeutique qui est aujourd'hui en train de s'appliquer
Encore une fois, ça n'a pas été fait dans ce sens-là initialement. Encore une fois, toutes les recherches ont été faites pour les maladies les plus graves. D'ailleurs, le but essentiel de ces cellules souches, c'est de traiter la maladie d'Alzheimer, de traiter les infarctus du myocarde. Moi-même, en tant que chirurgien vasculaire, j'en avais pris conscience pour la cicatrisation des moignons d'amputation chez les patients diabétiques en particulier, pour lesquels on n'arrive pas à régénérer du tissu pour couvrir les amputations. Donc pour vous dire que la démarche, et je n'ai rien contre mes amis plasticiens ou esthéticiens, mais c'était une démarche, dans les centres où ça a été fait, ça a été une démarche de recherche pour des pathologies souvent dites orphelines, pour lesquelles il n'y avait pas de traitement. Eh bien, il nous reste une minute, un peu plus d'une minute, professeur Sfiani, il faut qu'on fasse très vite. Alors, aujourd'hui au Maroc, on l'a vu, cette technique est utilisée pour traiter les leucémies. Toute forme de leucémie, pourquoi on n'entend pas justement, pourquoi on n'en entend pas parler plus que ça ? Ça a fait un grand boom il y a quelques années, et puis ensuite, silence. Aujourd'hui, encore une fois, pour clarifier la chose, ce qui existe déjà pour les cellules hématopoïétiques, qui ont une partie des cellules souches, ce n'est pas l'ensemble, eh bien, aujourd'hui, ça fait partie de l'arsenal thérapeutique. On a eu du retard à le mettre en place pour des raisons de législation, mais je pense qu'aujourd'hui, avec la clarification qu'il y a eu sur la législation, ça ne devrait plus poser de problème. Maintenant, pour le reste des applications dont j'ai parlé, on a la chance au Maroc d'avoir un des promoteurs de ces nouvelles techniques qui est marocain, qui est le docteur Hassan Benani, qui travaille aux États-Unis et qui, lui, voudrait, c'est un peu, j'allais dire, celui qui voudrait qu'on étende, en fait, qui voudrait, avec qui on a eu la chance de partager un peu ce qui se fait aux États-Unis et qui voudrait nous faire bénéficier un certain nombre de spécialités médicales que je viens de citer en termes de problèmes du genou, du problème, aussi un peu de la peau. Et au-delà, probablement, ce qui va arriver, c'est tout ce qui est maladie dégénérative, donc en particulier, par exemple, les maladies neurologiques, le Parkinson, l'Alzheimer. Les maladies des yeux aussi dégénératives ? Oui, on a la DMLA, la dégénérescence maculaire également. Aujourd'hui, aux États-Unis, depuis 3 ans, c'est en l'absence, j'allais dire, de techniques beaucoup alternatives, eh bien, même si, et je dois être clair là-dessus, même si on ne peut pas, disons, dire qu'on a découvert ou qu'on a la découverte du siècle, mais ça participe au moins à la stabilisation des lésions et dans certains cas à l'amélioration puisqu'elle apporte une régénération à ces maladies dégénératives de l'ensemble et certainement dans les années à venir, le fait de maîtriser encore mieux les problématiques va permettre d'apporter des thérapeutiques beaucoup plus ciblées par rapport aux différentes pathologies qu'on vient de citer. Eh bien, professeur Yasses Sfiani, merci beaucoup pour ce décryptage simplifié et non pas simpliste de la médecine de demain. Je pense que c'était clair pour l'ensemble de nos téléspectateurs. En tout cas, on espère pouvoir justement suivre les avancées de tout cet arsenal développé actuellement par des scientifiques à l'international, vous l'avez dit, par des Marocains également. Professeur, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Professeur Yasses Sfiani, vous êtes professeur de chirurgie vasculaire à Rabat. Quant à moi, c'est un plaisir pour moi de démarrer la saison spécialement pour vous avec ces différentes thématiques. Un grand merci à toute l'équipe qui m'a suivi justement pour la préparation et la réalisation de cette émission à Rabat et à Tanger. À très vite sur les ondes de la radio du Grand Maghreb et sur Médiane TV, bien sûr.